Tout le monde comprend qu'il y a quelqu'un qui part sur un bateau tout seul, qui va faire le tour du monde. C'est ça qui rend cette course si populaire. La notoriété du Vendée Globe, cette légende, c'était dû au parcours. Le parcours est tellement long, les conditions sont tellement imprévisibles. C'est ça qui fait l'essence de cette course-là. C'est un truc de fou, il neige! Le Vendée Globe a cette qualité, c'est de ne pas simplement être du sport. C'est pas qu'une compétition, mais ça reste aussi une sacrée part d'aventure. Une emmerde par jour, et tous les jours il faut régler cette emmerde parce que demain il y en aura une autre. Mais qu'est-ce que c'est beau! Celui qui aura le plus envie de gagner, celui qui ira chercher un peu plus loin que ses limites, remportera cette 10e édition. À la fin du mois d'octobre 2024, 40 des plus grands marins de la course au large ont remonté le chenal des Sables d'Olonne pour s'amarrer au ponton de Port-Olona, 3 semaines avant le départ de la 10e édition du Vendée Globe. 40 marins, dont 14 internationaux de 11 nationalités différentes, 34 hommes et 6 femmes de 23 à 65 ans, 2 marins à handicap qui s'apprêtent à se lancer dans une aventure autour du monde, en solitaire, sans escale et sans assistance, à bord de voiliers de 18 mètres. La plus belle des courses à la voile, le défi ultime, un skipper, un bateau et la mer. Le Vendée Globe est l'occasion d'une grande fête populaire autour des marins, un rendez-vous dont avait été frustré le public en 2020 en raison de la pandémie mondiale. On sent combien ils étaient impatients de se retrouver ici, à accoster leur bateau et pouvoir rencontrer ce public. Il fallait que le village soit à la hauteur d'un grand événement, l'Everest des mers, la plus belle course au monde. 3 semaines festives et ensoleillées au cours desquelles près d'1 300 000 personnes ont parcouru les pontons. Ce public, avec bonheur et sous le soleil vendéen, s'est plongé dans l'univers de la course au large. Plusieurs milliers d'enfants et de scolaires ont pu profiter de ces animations, prolongement naturel des milliers de kits pédagogiques du Vendée Globe Junior qui ont été déployés dans des centaines d'écoles en France et à l'étranger. À la fois ludique et informatif, l'espace des initiatives positives a mis en lumière les engagements sociétaux et environnementaux d'un certain nombre de partenaires, d'associations et de sponsors. Grâce aux marins, ce sont 30 causes environnementales, sociales ou humanitaires qui sont soutenues et mises en lumière à l'occasion du Vendée Globe. On va être seul pendant 3 mois. Là, moi, je me nourris des gens qui sont là. Franchement, ça fait plaisir. Et c'est chouette de voir des humains et pas que des clics sur Internet ou des likes. Le village et ses espaces d'hospitalité sont un cadre idéal pour la rencontre des acteurs économiques du territoire et de la France entière. Pour cette 10e édition du Vendée Globe, la course s'est associée à l'UNESCO pour accélérer encore la préservation et la connaissance des océans, le terrain de jeu des marins. 25 d'entre eux embarquent des balises, des bouées, des flotteurs ainsi que des stations météorologiques qui vont collecter des données essentielles aux scientifiques, notamment dans les zones les moins fréquentées du globe, afin d'enrichir les connaissances mondiales sur le climat et l'océan et d'améliorer les prévisions météo. Tous les bateaux du Vendée Globe sont des monocoques de 18 mètres. 16 bateaux sur 40 sont munis uniquement de dérives. Ils sont donc moins rapides que les foilers qui sont, eux, capables de s'élever au-dessus de l'eau et donc d'aller plus vite grâce à leurs grands appendices. Le parcours du Vendée Globe est inchangé depuis 1989 avec un départ et une arrivée aux Sables d'Olonne, sans autre escale possible sur la route. Autour des Açores et du Cap-Vert, 2 zones de protection de la biodiversité ont été créées car ce sont des lieux de reproduction et de migration des grands cétacés et mammifères marins. 45 000 km par les 3 caps, Bonne-Espérance en Afrique du Sud, le Houin en Australie et le Horn à la pointe de l'Amérique du Sud. Le tour de l'Antarctique avec une zone interdite pour éloigner les bateaux des icebergs décrochés de la banquise. Le meilleur temps sur ce parcours du Vendée Globe est celui d'Armel Lecléache, vainqueur en 2016 en 74 jours et 3 heures. Cette 10e édition du Vendée Globe sera une aventure, mais aussi une vraie bataille navale de régatiers à l'échelle planétaire. Jamais le plateau sportif n'a été aussi dense et relevé. Jamais les bateaux n'ont été aussi performants et fiabilisés, avec de nombreux favoris et encore plus d'outsiders pour remporter cette 10e édition particulièrement excitante pour son incertitude.
Dimanche 10 novembre au matin, ce sont les derniers instants de terrien pour les 40 marins. C'était une journée de folie que j'avais déjà un peu vécue en 2016. Je savais un peu à quoi m'attendre. Mais même quand on l'a déjà vécu, qu'on sait ce qui va se passer sur cette première journée, voilà, on peut jamais vraiment être prêt, quoi. C'était mon rêve d'être ici et c'est si particulier. Cela me bouleverse. C'est vraiment un moment très spécial. Il faut que les émotions s'expriment. C'est une bonne façon de montrer qu'on est des humains au final. Hein. C'était une émotion très forte, c'est sûr, et c'est difficile de dire au revoir. Mais je crois que je m'étais bien préparé pour que cela ne m'affecte pas négativement. Pour moi, c'était pas un jour de séparation, c'était un jour de fête. Et je suis parti vraiment avec la banane. Ça a été dur, émouvant pour moi, jusqu'à l'arrivée sur le bateau au ponton. Une fois que j'étais au bateau, c'était bon. J'ai pas envie de pleurer, ça fait longtemps que j'ai envie de faire cette course-là, donc voilà, j'essaie de contenir cette émotion pour pas non plus inquiéter, si on veut, mes proches, voilà. Je serai sur la ligne de départ, vous allez faire une belle fête. De savoir que vous faites la fête tous ensemble, que vous vous amusez, moi ça me donne de l'énergie. Je vous aime à la folie. Maintenant, je vais faire ce que j'aime le plus au monde. Après, être avec ma famille, c'est naviguer. Toute cette remontée de chenal, il y avait tellement de monde. Ça fait des années que je rêve de ça. Et là, j'y suis. Enfin, c'est fou. Je pense que c'est difficile de vivre ça dans d'autres disciplines, dans d'autres événements. C'est probablement la longueur de cette course qui fait tout ça aussi. À 13h02, le président du Vendée Globe libère la flotte. 3, 2, top, départ, Vendée Globe 2024. This is day one of the Vendée Globe. Here we go. Et maintenant, nous sommes officiellement seuls. Et double la partie pour 3 mois. Seul absent de cette grande fête, le vent. C'est donc au ralenti que la course à la voile la plus dure au monde est lancée. Pas de vent, le vent qui monte crescendo, le tout au portant, avec du beau temps, tu peux pas rêver mieux, quoi. C'est peut-être mieux ça que de partir dans 25 nœuds avec de la houle. Ça permet aussi aux gens sur l'eau d'en profiter, nous, que ça soit voilà, de prendre le rythme, d'avoir le temps de s'installer un petit peu à bord. Au final, ça a calmé les émotions de tout le monde parce qu'en fait, les bateaux, ils traînaient à côté de nous. Puis à un moment, ils ont fait bon, ciao, hein, enfin, on va pas rester là toute la nuit, quoi. Petit aperçu de la flotte en ce premier soir. J'ai Charlie Dalin qui va déjà très vite. Une nuit passée à chercher les moindres souffles de vent. Charlie Dalin accélère, plus rapide sur chaque bord de cette descente dans du vent moyen. Il prend la tête du classement en début de matinée devant Sébastien Simon et Sam Goodchild. L'état de flow était clairement avec moi sur ce moment-là et quand j'empannais, le vent tournait exactement au moment où je pensais qu'il allait tourner. Je fais corps avec le bateau dès le début, j'ai une très bonne vitesse, je fais corps avec la météo et tout de suite ça m'amène au Cap Finistère en tête. Là, je navigue bord à bord avec Eric Bellion. Là, on est encore tous très groupés. Il y a pas mal de croisements. La mer est encore relativement plate et il va bientôt y avoir un changement de trajectoire pour aller vers le redoutable Cap Finistère qui va nous attendre avec du vent fort. Ça s'appelle un départ à la bâtée.
va faire que forcir, mais il y a déjà 30 nœuds, donc on va aller prendre le deuxième riz. Hein. Cette fois, ça y est, on entre dans le vif du sujet. Le vent monte au Cap Finistère. J'ai joué beaucoup plus safe que toute la flotte. J'ai perdu des places, forcément. Et en fait, quelques jours après, j'ai découvert qu'en fait, il y en avait plein qui avaient cassé plein de choses. Je me suis dit, bah, en fait, j'ai plutôt bien fait de jouer très safe au début. Oh, le merdier, quoi, encore. Plus grave, Qin Kunshu, le marin chinois, se fait une entorse à la cheville. Maxime Sorel se fait surprendre. Peinant à réduire sa grand voile, il est monté dans sa baume et a été déstabilisé par une vague, se blessant lui aussi à la cheville. Putain, on s'est trop bien préparé pour avoir des merdes comme ça depuis le début, c'est pas possible, putain. Désolé les gars. Non, ça fait désolé, putain. Si ces soucis techniques seraient potentiellement réparables, c'est sa cheville de plus en plus douloureuse qui va le contraindre à abandonner à Madère 5 jours après le départ. Une fois ce coup de vent passé, les bateaux naviguent le long de la péninsule ibérique et tentent de se projeter sur un Atlantique Nord qui s'annonce très lent entre les Canaries et le Cap-Vert. Jouant avec les bascules de vent, Sam Goodchild prend la tête. Je savais que cela ne signifiait rien. La course dure 3 mois. Bien sûr, je suis fier parce que mener la flotte du Vendée Globe n'est pas si courant. C'était la cerise sur le gâteau. Cap Finistère. Hop là. C'est intéressant, en tout cas il y a du jeu et c'est le début des petits coups à jouer. On voit qu'il y a Nico Lunven qui fait une option aussi dans le nord qui marche très bien. Seul Nicolas Lunven a prolongé très à l'ouest depuis le passage du Cap Finistère. Une fois qu'il met du sud dans sa route, le skipper d'Holcim PRB navigue à une allure et des angles de vent très favorables, des conditions idéales qui lui permettent de couvrir une distance record sur 24 heures. J'ai appris tout à l'heure que j'avais battu le record de distance parcourue en 24 heures en solitaire, 546 000,6. Les 39 marins cherchent la bonne veine de vent pour descendre vers Madère. Presque toute la flotte reste compacte. Tout le monde va par là. Et Jean et moi, nous allons par là. Et c'est effrayant. Jean Le Cam est sur cette option. Je ne suis pas seul. Et il a une expérience météo en course monstrueuse. Donc je ne suis pas le seul à faire une erreur en descendant par cette route. Moi j'ai fait mes routages et il y avait cette option là où tu avais une route qui laissait le Cap-Vert à tribord. C'est là où en fait je me suis retrouvé en tête de la course pendant je sais pas combien de jours d'ailleurs. Il y a des groupes qui partent à l'est, à l'ouest. Pour moi, assez vite, il est assez clair qu'il faut aller dans l'ouest parce que ça, voilà, les conditions vont vraiment mollir dans l'est et c'est vraiment dangereux de rester là-bas, même si les bateaux sont mieux classés parce que c'est plus proche de Cape Town. La situation météo générale est très inhabituelle. Les alizés qui soufflent d'habitude à cette latitude sont éteints. Les concurrents sont condamnés à naviguer très lentement. C'est Pitol. Voilà, ça va, tout le monde est arrêté, donc c'est pas trop stressant. La tête de la course est très ralentie et c'est un vrai resserrement qui s'opère. Les 15 premiers se tiennent en 60 000. Il faut en permanence rester vigilant à porter la toile du temps. À bord, tout le monde tente d'optimiser le moindre souffle pour gagner du terrain. Je suis en train de vivre un de ces moments magiques là. Je suis en train de surfer une bande de nuages. En fait, sous cette bande, il y a du vent. J'arrive au bout du nuage. Il n'y en a plus après. Je crois que j'ai à peu près tout exploité. Changement de voile, équilibrage des poids à bord, chaque détail compte dans la quête de déplacement. La température est montée d'un cran, le vent faiblit et la mer s'aplanit. Pas bien douche, à l'eau de mer bien sûr. Je viens de traverser avec un petit peu d'eau douce. Et là, ça fait du bien d'être propre. Alimentation, récupération et réparation. C'est le triptyque de cette fin de première semaine. Les amis, ça fait 1 heure que je suis là. Je suis en train de changer l'anémomètre. Et là, je viens de finir. Les favoris ont montré leurs muscles chacun à leur tour, en se mettant parfois dans le dur. Désormais, on passe à l'installation du temps long. Moi, là, je sens plutôt le truc par l'ouest, donc j'ai envie d'être placé par rapport à ça. Et donc j'essaye de me créer ce petit décalage qui fonctionne finalement pas si mal. À ce moment-là, on est 1 et 2 avec Sam. C'est un super moment d'ailleurs de la course. C'est mon anniversaire. Je suis en tête du Vendée Globe, donc c'est un bon anniversaire. Happy birthday, ciao.
ça manœuvre, force, faut aller. Il y a du match. Je sais pas si vous le voyez, Johan, là-bas. On prend un grain à 35 nœuds dans la nuit noire. Et là, il y a Louis Burton qui casse juste à côté de moi. C'est pas possible. Il y a eu un crack et 5 minutes après, il y a eu 2 autres cracks et ça allait bien, la speed, tout, là, par rapport au bateau neuf, tout, machin, putain. Après avoir constaté de larges fissures sur sa coque au niveau de l'écarteur de Jennaker, Louis Burton se lance dans une réparation impressionnante en mer. La tête de la course descend vers l'équateur. Les deux vulnérables sont en tête. À l'est, Jean Le Cam et Conrad Coleman, après avoir longé l'Afrique, se recentrent finalement en milieu de flotte. Chacun cherche sa voie dans des vents très erratiques à l'abord du poteau noir. Et c'est reparti pour un tour. On dérive comme on peut dans la moelle et dans la pluie, là, sous la pluie. Et il est 3h du mat. On est dans un nuage où c'est tout noir. On a vraiment l'impression d'entrer dans un mur et on se dit oh là là, j'avais trop peur de me prendre du 40 nœuds dès le début. Et au final, j'ai eu pas de vent. T'as l'impression de rentrer dans un monde parallèle. Ah, celui-là, vous l'avez vu? J'arrive à sortir du poteau nord, je crois, avec 50 ou 60 000 d'avance, et donc passer l'équateur en tête. Moi, c'était vraiment important d'arriver dans l'Atlantique Sud, placé, quoi. Moi, j'ai très très peur que ça, et Thomas, il se barre. Enfin, franchement, quand tu vois le scénario, tu connais les deux bateaux, tu te dis, mais là, ils vont juste... on va les perdre, quoi. On a deux petits acolytes qui sont un petit peu échappés, mais voilà. J'espère aussi que le vent va revenir, parce que là, il y a moins que prévu. Il y a un petit zéphyr qui revient, et là, je me remets à sentir le bateau, là, et à sentir le vent, et je pense que si j'en panne, je vais toucher plus de vent, et ça va aller plus vite, et j'en panne, et là, comme par magie, voilà, le vent devient un peu plus fort. Charlie revient fort, il quitte le paquet dans lequel il était et me recolle. Sitôt les alizés du Sud attrapés, les foilers de tête font pour la première fois parler leur puissance. De Charlie Dalin à Justine Métro, on se lance dans une course de vitesse. Objectif pour tous, accrocher un train de dépression qui se forme sur les côtes brésiliennes et qui pourrait les propulser vers le cap de Bonne-Espérance. Et voilà, on est reparti, on a trouvé du vent. Ça déboîte, 27, 28, 29, 30 nœuds. Allez, voilà des vitesses un peu plus normales pour nos bateaux. Ah, faut pas grand chose pour qu'il soit à 25 nœuds le bateau. Ça va vite facile. Après 10 jours de course, la flotte s'étire considérablement en quelques heures. Les bateaux à dérive, moins rapides, sont définitivement décrochés. Ils sont partis. Et après, nous on est restés, à des moments, on était à 4 nœuds, ils étaient à 23 nœuds. Donc l'addition, elle va vite. Hein. Pour autant, le match est très serré dans ce groupe de dériveurs qui se disputent la bonne option. Jean Le Cam est à l'est et Louis Duc à l'ouest. Ils accusent plus de 1000 km de retard en franchissant l'équateur. Les 19 premiers, tous des foilers, à pleine vitesse, se lancent dans une diagonale des fous. Il faut surfer la dépression le plus longtemps possible pour dévaler vers l'Afrique du Sud. C'est un jeu de trouver où est-ce qu'il faut placer les curseurs. Rien casser et pas laisser les autres s'échapper trop non plus. Le bateau est dans une configuration assez incroyable. Il vole vers l'Indien. Voilà. C'était 3 jours difficiles en vrai. Les conditions étaient incroyables, mais ces bateaux qui vont de plus en plus vite, quand tu files à 30 nœuds avec le bruit, on a mesuré plus de 90 décibels quand même en moyen dans le bateau, ce qui est énorme. Donc j'avais des bouchons d'oreille en permanence, ça bouge beaucoup, ça vole, ça atterrit, ça se crache, ça tombe, ça... Là, pour faire du foiler, il faut savoir vivre comme un singe accroché aux branches. Tout le temps tenu au poignet. Avec ces conditions, la mission de la journée, c'est d'arriver à aller aux toilettes. Voilà, tenir en équilibre sur le seau. Déjà que je tiens pas debout dans le bateau sans m'accrocher fermement. J'ai sorti le casque lourd parce que là, ça... je fais un peu chahuté. La vie à bord, là, ces conditions-là, c'est quand même un peu galère. Tu te fais secouer, t'as mal au cerveau globalement, t'as mal... T'es tendu de partout, quand tu bouffes, tu tombes partout. Tu tiens parce que tu sais que c'est peut-être le coup du Vendée. C'était ce front-là. On m'annonce que je commence à battre leur corps 1 fois, 2 fois, 3 fois,
Du coup, tu rentres dans un rythme un peu euphorique. Le record ne cesse d'être battu et finalement Sébastien Simon est le plus véloce. Il parcourt 615 000, soit 1140 km en 24 heures à 25 nœuds de moyenne. Derrière le quatuor de tête, les autres tentent de suivre sur ce bord infernal. Nicolas Luneven, Sam Goodchild, Yannick Bestaven, Paul Meillat et Jérémy Bayou sont décrochés à plus de 100 000 dans une mer levée par la dépression. Ça a été bien sport, la petite dépression qui nous a propulsé là, tout l'Atlantique Sud est en train de nous passer dans le sud là. Et on essaye de rester dans du groupe des 4 devant là. Boris Herrmann est finalement le seul skipper favori relégué pour l'instant en milieu de peloton. Une situation qu'il subit depuis l'Atlantique Nord sans parvenir à combler son retard. Autour de l'Allemand, Clarisse Kremer, Sam Davis, Justine Métro forment un troisième groupe qui n'est plus dans le même modèle météo que la tête, à près de 2000 km derrière. Nous, on a raté un peu le train, du coup, malheureusement, j'étais pas très loin de Paul Meillat, qui finit, je crois, 500 ou 600 000 devant moi après cette semaine-là. Donc, mais voilà, je me dis que les choses sont comme elles sont, et puis voilà, les écarts se sont faits, et puis il faut faire mieux après avec les conditions que je vais avoir à ce moment-là. Distancés dans cette ruée vers le Grand Sud, les foilers d'ancienne génération tentent de garder le contact, mais pour tous, c'est une prise de conscience que la course est partie par devant. Mentalement, c'est assez pénible de voir les bateaux de devant s'éloigner et de se faire rattraper par ceux de derrière. C'est vrai que plus on est devant, vous avez bien compris, hein, ça fait une semaine que c'est comme ça. Plus on est devant, plus on va vite. C'est comme dans la vie, plus on est riche, plus on est riche. Voilà. La proximité des bateaux crée une émulation permanente et tous les concurrents tentent de descendre plus vite sans se faire avaler par les calmes de l'anticyclone de Sainte-Hélène. Ce matin, scène improbable. Nous avons un concurrent. Et voilà les bateaux du Benjamin, très près. Le 1er décembre, en 34e position après 20 jours de mer, Manu Cousin est stoppé net par un objet ou un animal non identifié. J'ai vraiment eu peur parce que ça fait un fracas énorme, j'ai valdingué à l'intérieur. Bon, j'ai pris quelque chose au niveau du nez, du bras, des côtes, mais j'ai bien cru que ma course s'arrêtait là. Ça a touché devant, c'est sûr, et ça n'a pas l'air trop méchant. Donc voilà, je décide de reprendre ma route. Xabi Véroès est bon dernier et très en retard. Un haut banc, le câble qui tient son mât, casse en pleine Atlantique Sud. Le skipper hongrois renoncera avant d'entrer dans l'océan Indien. Dans ces mers peu fréquentées par le trafic maritime commercial, les concurrents larguent des flotteurs Argo que leur ont confiés les scientifiques de l'Ifremer pour collecter des données et améliorer la connaissance de ces océans sauvages. Ils ne sont plus que 4 à se disputer la première place au terme de cette semaine intense. Charlie Dalin, Johan Richaume, Sébastien Simon et Thomas Ruyant se sont détachés et passent le premier cap de ce tour du monde. Bande de nœuds, hein. Ça va débilement vite là. Et en fait, j'ai l'impression vraiment qu'on m'a téléporté de l'Équateur au Cap de Bonne-Espérance. Au final, j'ai peu de souvenirs de ce tronçon, tellement il est passé vite. C'est un Atlantique Sud vraiment fabuleux. 3, 2, 1, hop, Cap de Bonne-Espérance franchi. Prochaine étape, entrer dans l'Indien et que la bataille continue. Après 19 jours de mer et avoir dévalé l'Atlantique, 3h18 seulement séparent les 4 premiers bateaux au moment de passer la latitude du Cap de Bonne-Espérance. Le Cap de Bonne-Espérance, c'est le premier virage à gauche. Et donc en fait, il faut être bien placé au premier virage à gauche pour engager les mers du Sud. Les écarts se créent à ce moment-là et c'est là que la course se joue. Je ne serais pas sur le renégat de Johan Richaume. Charlie Dalin, juste là. Toujours bon signe d'être avec Charlie Dalin. Généralement, il va dans la bonne direction. Bon, voilà un petit peu ce qui m'inquiète ce matin. Il y a une énorme dépression qui va toucher la tête de la flotte et qui se creuse. Et là, il y a un choix fort à faire. C'est un moment de torture pour moi parce que je passe 36 heures de temps de réflexion. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, quoi.
À ce moment-là, moi j'étais déjà positionné très très sud. J'ai pas eu le sentiment d'avoir le choix de faire route au nord ou au sud, ou pas comme Johan, voilà. C'est soit tu te planques dans le sud de la dépression, où il y a moins de mer, et par contre si ça se décale, tu vas prendre très très cher. Moi je le sens pas. Je vois le truc se creuser, j'ai quand même un risque certain de me faire passer dessus et prendre cher, quoi. Et là, on parle pas de très très cher, je vais casser une écoute de phoque, quoi. On parle très très cher, peut-être on te reverra plus jamais, quoi. Charlie Dalin et Sébastien Simon choisissent donc de profiter au maximum du vent de la dépression en construction et de garder le cap à l'est pour rester devant le système le plus longtemps possible, faire de la vitesse sur la route, et ce quel que soit l'état de la mer. Un choix risqué, mais si cela passe, les écarts seront énormes. J'ai l'impression de naviguer sur le fil du rasoir à ce moment-là. Je sais que j'ai pas le droit à l'erreur. Il faut que je reste rapide, coûte que coûte, jour et nuit. Je peux pas me permettre de ralentir. Je sais que si je me fais rattraper, je me retrouve dans 100 km/h de vent, dans 10-11 mètres de mer. J'étais devant avec Charlie très sud, on était les deux seuls, on voyait les autres monter au nord, au nord, au nord. Et la terre est ronde, faut pas l'oublier, plus tu montes au nord, plus la route est longue. Hein. Plus t'es au sud, plus t'es content quand même. Et nous on filait à 20-25 nœuds avec Charlie, pendant que les autres subissaient déjà l'état de la mer du front et autres. Clairement j'ai compris que j'avais raté un coup. Et du coup, quand je remonte au nord et que je les vois et que je comprends qu'ils vont me coller 500 000, je t'avoue que je passe pas une bonne journée. Alors que ses poursuivants montent au nord pour laisser passer le gros de la tempête, Charlie Dalin pousse sa machine pendant 3 jours d'une intensité folle pour rester en avant de cette énorme dépression. C'est le seul à y parvenir. Sébastien Simon est lui rattrapé. J'ai pas envie de casser le bateau, je vais ralentir un peu. Et là, je me suis fait doubler par le front. Et là, je me suis dit, mais quelle erreur, parce que j'aurais dû continuer de pousser avec Charlie. Et Charlie, il a jamais vu cette dépression, en fait. Je sors très éprouvé du système et vraiment heureux d'avoir réussi mon coup. Charlie Dalin a fait le break. La majeure partie des concurrents est désormais dans l'océan Indien. Le Vendée Globe entre dans une nouvelle phase, celle du Grand Sud. Entre les passages de dépression et l'influence du courant des aiguilles le long de l'Afrique, la mer est énorme, croisée, et la navigation devient très brutale. Le jour où j'ai passé le Cap Bonne-Espérance, c'était très dur. Ça a été une des journées les plus difficiles parce que je me suis retrouvée dans du 6 mètres de vagues avec des vagues hyper hachées, donc très courtes, le bateau qui tapait. Dans ma tête, je me suis dit, si c'est ça, toutes les mers du Sud, ça va être horrible. La vache! Ça vient dans tous les sens les vagues. Marmite géante. On met dans la banette, on se fait coller au plafond. Putain, je viens de casser 3 lattes dans un Jaime intempestif là dans le front. Ah, je suis dégoûté, putain! Putain, fais chier, il y a 50 nœuds qui arrivent là. Le 4 décembre, Louis Burton abandonne après une nouvelle avarie. Cette fois, c'est une pièce mécanique de son gréement qui a cassé et qui l'oblige à renoncer. Son 3e Vendée Globe s'arrête au Cap. Toujours dans l'océan Indien, le long de la zone des glaces, alors qu'il remonte vers l'Australie en 2e position, à plus de 200 000 derrière Charlie Dalin, Sébastien Simon connaît une grosse alerte. Je me réveille, le bateau couché, je regarde un peu sous le vent, et là je dis, il manque un truc. En fait, je me rends compte que le foil est cassé. Et comme ça, c'est vraiment très dur à encaisser, hein, je vous l'avoue, en parler me déplaît énormément. Ça y est, c'est fait. Cap Lewin, franchi, en tête. Après 29 jours de mer, Charlie Dalin passe son 2e cap en tête. Le trou est fait sur ses poursuivants. Sébastien Simon, qui poursuit sa course, accuse 11 heures de retard. 3e, Johan Richomme est à 1 journée derrière Dalin. Dans l'océan Indien, la course se durcit encore. Il y a beaucoup de tempêtes dans l'océan austral. Ce soir, il y aura à nouveau du vent à plus de 40 nœuds. Ne vous inquiétez pas, la tempête est notre quotidien. Oh la vache!
n'est pas vraiment les bienvenus. J'ai l'impression de passer un petit peu sur la pointe des pieds pour que la mer et les vagues et le vent me laissent passer tranquillement. J'ai arraché un bout de rail et voilà. Voilà. Là, je sais pas comment je vais faire pour réparer ça. Ah, là, je sais pas. Il n'y a pas que moi. Tous les bateaux ont leur part d'ennui. Ils réparent et reviennent en course. Il faut avoir une force morale importante pour terminer le Vendée Globe. Dimanche 15 décembre, à 800 000 au sud de l'Australie, alors qu'elle effectuait une superbe course en 15e position, la Britannique Piper démate. Medallier a décollé. Quand il a atterri, le mât est tombé en 2 morceaux. C'est la fin de notre Vendée Globe 2024. Déjà plus d'1 mois de mer et d'aventures extrêmes ont passé. Les marins sont fatigués, à fleur de peau. Le voyage prend le pas sur la compétition. Toujours l'horizon et rien que l'horizon à perte de vue. Là, je profite à fond. Ça me ressource et ça me donne du baume au cœur. Ciel bleu, mer turquoise, des albatros tout autour de nous. Je les vois planer, descendre dans le vent, accélérer, faire demi-tour, remonter contre le vent. Et tout ça sans un battement d'aile. C'est assez impressionnant à voir et majestueux. Il y a 1 mois, plus d'1 mois, on est parti du sable de l'autre. Et là, on est en Australie. C'est surréaliste, je sais pas si c'est la Terre qui est toute petite, mais nos bateaux qui vont très vite. Johan Richomme, depuis sa déconvenue dans la dépression des Kerguelen, a réagi en accélérant très fort. Ah, plantez fort. La vache. 34 nœuds dans le bas de la vague, là. Le skipper de Paprec-Arkea, 3e, porte plus de toile, plus longtemps, une prise de risque qui fait la différence en maintenant un rythme impressionnant, jour et nuit, pendant 15 jours. Une accélération qui lui permet de lâcher Thomas Ruyant et de revenir sur le duo de tête sur ce long bord sous l'Australie. Johan a eu une phase assez incroyable dans le sud. Il était très très rapide. Je pense naviguer certainement un peu plus toi les coins. J'arrive pas à tenir le rythme, en tout cas les vitesses de Johan à ce moment-là. À ce moment-là, j'ai un peu compris des nouvelles choses sur la façon de mener le bateau dans ces conditions-là. Quand j'arrive sous la Tasmanie avec 200 000 d'avance sur Thomas Ruyant, je sors de la Nouvelle-Zélande, j'en ai 800 000 d'avance. Donc bon, on va pas fanfaronner non plus. Mais par contre, je suis revenu sur les autres, quoi. Donc ça, c'est assez exceptionnel. Et ça, c'est un gros, ouais, un bon coup de boost, ouais, c'est clair. Johan juste sous mon vent qui me double. Bah oui, hein, sans foil, je peux pas faire grand chose. Trop beau! Super content d'être venu jusque là en tout cas. L'île d'Auckland. Passé quelques heures avant Richomme au large de ces mêmes îles, Charlie Dalin est dans un autre état d'esprit. Il y a un îlot qui s'appelle l'île de la déception. Voilà, grosse ambiance. Car si Johan Richomme est revenu, c'est aussi car Charlie Dalin, sous la Nouvelle-Zélande, a passé 36 heures à réparer une voile d'avant déchirée. Charlie Dalin fait de la couture dans des conditions complexes afin de pouvoir réinstaller et réutiliser cette voile au plus vite avant d'attaquer le Pacifique. C'est bon, c'est fait, il n'y a plus qu'à réhisser là. Il n'y a plus qu'à réhisser et c'est bon. Le trio de tête s'est échappé dans le Pacifique. Derrière, l'anticyclone australien et son absence de vent usent les nerfs des skippers. C'est un véritable bouchon qui se forme sous la Tasmanie. Les 10 poursuivants se trouvent coincés en attendant la prochaine dépression qui leur permettra de repartir. Les 3 premiers sont loin, ils sont passés dans un autre système météo, donc eux, ils n'ont pas à subir cette zone de vent faible. Donc malheureusement, pour le moment, on ne les reverra pas. Ouais, je suis un peu dépité là.
Nicolas Luneven, Thomas Ruyant et Jérémy Bayou sont désormais ensemble, frustrés de ne pouvoir revenir avant le Cap Horn. Ils vont devoir rester sur la bordure de cette zone des glaces, à se faufiler sous les trous de vent, poursuivis par Yannick Bestaven, Paul Meillat, Justine Métro et Boris Herrmann, car l'Allemand est enfin revenu dans le top 10. Ça bombarde, disent les Français. Il y a un front qui descend du nord avec du vent très fort sur notre zone de course. Moi, j'ai un peu d'avance sur Sam et Clarisse à ce moment-là, peut-être 50 ou 60 000. Et en fait, c'est ce qui me permet juste d'être... c'est ce petit écart qui me permet de partir avec la dépression. Je suis deg, quoi. Je suis tellement deg. Je me suis battue pour rien et maintenant, il n'y a plus de vent et il faut que j'aille renvoyer une voile. Je sais même plus où je vais parce que moi, je pensais rester dans ce putain de fond et j'ai tout perdu, quoi. Ça fait chier. Clarisse et Sam étaient déçus de rater le train. Et par contre, les conditions sont vraiment très dures aussi. Je suis un peu isolée du coup à ce moment-là, vu que j'ai creusé l'écart derrière et que Boris a commencé à avoir un peu d'avance sur moi. Je suis vraiment dans le pire, où je suis vraiment dans 35 nœuds et plus pendant plusieurs jours. Plus loin derrière, Jean Le Cam est en 18e position grâce à une trajectoire magistrale dans un océan Indien particulièrement musclé. Le Cam arrive sous l'Australie en tête d'un groupe de bateaux dans lequel la compétition est acharnée. Dériveurs et foilers régatent au contact, poussés par les trains de dépression qui se succèdent sans relâche. Voilà, l'Indien hyper dur, et de la vie de tous les concurrents. Donc ils sont contents quand je dis ça parce qu'ils disent bah, eux ils savent pas trop, moi j'ai de l'expérience. Non, je dis vraiment c'était un océan Indien hyper difficile. Là c'est tension maximum. Il reste 3 heures à tenir là pourvu que ça tienne, putain, pourvu que ça tienne. C'est la grosse merde. Le bateau qui est en train de se disloquer. Là, il y a une grande fissure tout du long. Oh la vache. Putain, j'aurais dû mettre des lunettes. Je vais faire peut-être un peu plus attention et y aller plus mollo dans les fronts. C'est pas vraiment de ma faute, c'est à cause de Benjamin Ferré. Dès que je suis à côté de lui, j'ai mon ego qui prend le dessus et il faut absolument que j'aille plus vite que lui. Sinon, ça va pas. Et là, je suis une balle, j'ai été éjecté, quoi. Mais vraiment comme un accident de voiture. Tout suit, mais vraiment fait mal, quoi. À la nuque, aux épaules, à la tête, quoi. Tout début décembre, j'étais à 2 doigts d'abandonner. J'avais le problème de safran et je me suis dit... essaye ton système et va jusqu'en Australie, vois si c'est possible d'aller jusqu'en Australie. Mais ça y est, on est en Australie. Un truc de fou. On est à l'autre bout de la Terre. À l'autre bout des mers du Sud, alors que la flotte est éparpillée le long de la zone des glaces, Charlie Dalin et Johan Richaume sont entrés dans un duel extrêmement intense. Un moment clé de la confrontation directe entre les deux marins. Les deux foilers sont sur un bord direct, à très haute vitesse, jusqu'au Cap Horn. Un match de très haut vol, mais aucun des deux ne parvient à prendre l'ascendant. Moi, je pense que je vais l'ouvrir complet là, à ce moment-là, sauf que je bute dans le système de devant, et j'ai pas de vent. Et j'arrive au Horn, j'ai pas de vent. Et en fait, le vent rentre derrière, et il n'y a pas d'écart, on passe avec 9 minutes au Cap Horn. On y est. On a fait le Cap Horn, quoi. En tête. Un truc de malade. On y est. Trop bien de le voir de jour. Il me vole le Cap Horn. Je pense que ouais, j'aurais pu l'avoir. Mais malgré tout, ça reste un moment de joie fort. Ça reste un moment de joie fort. Je décide de profiter de ce Cap Horn. 35 heures après, dans une mer beaucoup plus formée et un vent beaucoup plus fort, Sébastien Simon passe 3e au Cap Horn. Et à un moment donné, moi sur les classements, je regardais même plus les premiers parce que tu voyais la trace toute droite direction le Horn. Tu te dis putain, mais pourquoi nous, on fait 2 fois le chemin, quoi.
Si Thomas Ruyant a fait un bel écart dans la traversée du Pacifique pour défendre sa 4e place, et ce, malgré des conditions beaucoup moins favorables que pour les leaders, ces 6 poursuivants sont de Jérémy Bayou à Yannick Bestaven, très groupés et se tiennent en 200 000 nautiques. Putain. Au 47e jour de course, Yannick Bestaven doit faire face à une avarie de son système de barre et le fond de coque de Maître Coq se délamine. Il rejoint Ushuaïa pour s'abriter, mais une fois réparé, il reprendra la mer pour terminer son tour du monde hors course. J'ai reçu beaucoup de messages de soutien et de tout le monde et je vous remercie beaucoup parce qu'il y a des moments difficiles, c'est pas simple le Vendée Globe. Hein. Cap Horn, ça y est! Caporeano! Le Vendée Globe, c'est aussi du plaisir intense, comme celui que vit 8 jours après les premiers et avec moins de 7 heures d'écart, le trio Dutreux, Kremer, Davis, qui sort enfin du Pacifique. Je suis en kiff absolu. J'ai l'impression de sortir de 1 mois d'hibernation là. Ce soleil, c'est la première fois que j'ai du soleil comme ça. On voit pas le Cap Horn, mais on l'imagine. J'ai eu une balade qui m'a escortée à côté des îles ce matin. À sa clôture, mon mer du Sud, qui était incroyable. J'ai adoré. J'ai pas toujours bien navigué, mais même si c'était difficile, j'ai adoré, c'était trop bien. Après une semaine en tête depuis le passage du Cap Horn, Johan Richaume s'apprête à entrer dans le front semi-permanent du Cabo Frio, au large du Brésil. Cette zone météo est très perturbée, les prévisions très peu fiables, les zones sans vent sont piégeuses. C'est là que la capacité de Massif Santé Prévoyance à aller plus vite dans le petit temps va faire la différence. C'est compliqué, hein. Ça avance pas. On rentre dans le front, en fait moi je galère entre les nuages, je me prends des refus, les machins, les trucs, et j'arrive plus trop à avancer vers l'est. Et lui il passe crème, il rentre par derrière, il décale de 10 000, et moi j'ai jamais pu faire ça quoi. Johan doit être par là quelque part, à 30-40 000. À la louche. Je suis assez trousse. Il fallait que je me décale un peu à l'est. Je sentais vraiment que ça allait être la bonne ligne. Et puis voilà, je grappille des milles sur lui. J'arrive à le doubler et j'arrive à grappiller. Voilà, les performances de Massif sont très bonnes dans les conditions qu'on rencontre. Et voilà, après, j'arrive à augmenter mon avance au fur et à mesure dans cette suite de remontée de l'Atlantique. Il y a une part de réussite. Voilà. Et je t'avoue honnêtement que je pense que même si j'avais réussi à passer, vu son potentiel dans la remontée, je pense que c'était peut-être pas assez non plus. L'impact est dur, hein, c'est sûr, hein, de se faire dépasser comme ça, c'est un peu une fessée, hein, globalement. Et puis en public. Hein. Charlie Dalin s'envole. À l'équateur, il a près de 8 heures d'avance sur Johan Richaume qui ne reviendra plus. Ah putain, il y a un iceberg. Il y a un iceberg là dans mon travers. Ah la vache, ça fait flipper. C'est un iceberg monstrueux. Il est énorme. Si tu tapes quelque chose par ici, c'est la fin du jeu. En plein milieu du Pacifique, les concurrents sont confrontés à la présence d'icebergs dérivant au-delà de la limite des glaces. Des morceaux de banquise repérés grâce au travail de surveillance par satellite de la société CLS qui informe les skippers du danger situé sur leur route. Quelques jours plus tard, en approche du Cap Horn, ce sont d'énormes dépressions descendant le long de l'Amérique latine qui effraient les skippers. Certains font le pari de passer le plus vite possible pour éviter le gros coup de vent, d'autres choisissent de freiner et de mettre leur course en pause. Je suis terrifiée à l'idée d'aller là-dedans. Je me sens pas d'aller dans du... En fait, dans la dépression, ils disent qu'il y a 40 nœuds, rafale jusqu'à 55. Là, j'ai zéro expérience sur cette partie du monde. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, donc mon objectif, c'est de terminer le Vendée Globe. Et vraiment, je me suis dit, ouais, ma décision, c'est bon, elle est prise. Je vais faire une pause et laisser passer ça et on verra. J'étais entouré avec des gens extraordinaires. Il y a Marie-Lou qui est... Éric Bellion s'arrête au Malouine. L'axe de son été de J2 est défaillant. Le skipper d'Altavia Stendas One s'abrite pour réparer et donc abandonne avant de boucler son tour du monde hors course.
La remontée de l'Atlantique est laborieuse pour le groupe du top 10 qui se déchire pour les places d'honneur. La régate est intense et les stratégies divergent pour remonter dans cette zone très perturbée. Ça fait une semaine qu'on navigue dans des conditions vraiment pas faciles là depuis le 1. Et moi j'ai l'impression de vraiment pas faire tout juste en stratégie, mais je crois que c'est dur. It's raining. Il pleut. C'était bien de revenir dans l'Atlantique et très bien d'avoir l'opportunité de regagner des places. Et cela s'est mieux passé que j'aurais pu l'imaginer de passer de la 9e place au Horn à 4e à Cabo Frio. C'était super de revenir dans le match et d'avoir des places pour lesquelles se battre. Je sais pas dans quoi je suis là, mais c'est la merde. C'est vraiment la merde. Je vois le vent qui monte 30, 40, 45, 50. Je suis dans ce truc-là et donc ça dure une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Et je dis putain mais là moi le bateau il va pas tenir en fait. J'ai détruit le J2, putain! J'ai mis le J2 en lambeaux à l'intérieur. Putain, j'ai jamais eu ça quoi. Moralement dur parce que la météo fait que ça recolle par derrière et puis qu'ensuite j'ai plus la bonne arme. Peu à peu, les bateaux blessés sont distancés. C'est Jérémy Bayou qui sort gagnant de ce très difficile combat pour la 4e place dans le retour dans l'hémisphère nord. Usé par cette remontée fastidieuse, le peloton connaît des avaries multiples. Il y a les techs à casser, enfin les mérillons. Paul Meillat et Sam Goodchild, qui étaient à la bagarre avec Jérémy Bayou jusqu'aux Açores, sont définitivement décrochés après une casse d'étai pour l'un et une grand voile explosée pour l'autre. Lancé dans un sprint final effréné, Charlie Dalin n'aura pas commis d'erreur. Toujours le plus rapide, le skipper de Massif Santé Prévoyance a fermé toutes les portes dans lesquelles Johan Richaume aurait pu rêver de s'engouffrer. J'ai eu peur jusqu'au bout parce qu'il y a 4 ans, j'avais fait l'erreur de penser victoire acquise la dernière après-midi en mer. Et là, cette année, j'ai pas du tout voulu faire cette erreur et je me suis vraiment autorisé à y croire que seulement quelques heures avant l'arrivée. Attention pour l'arrivée de Charlie Dalin. Top Massif Santé Prévoyance, vainqueur du Vendée Globe 2024-2025. Le 14 janvier, dans une lumière divine, Charlie Dalin coupe la ligne en vainqueur et met fin à 8 ans d'une quête obsessionnelle de victoire. J'ai jamais vécu des émotions pareilles. C'était la folie là. Cette ligne d'arrivée avec la lumière comme ça du jour qui commençait à percer. J'ai jamais vécu ça de ma vie. C'était incroyable. C'était incroyable comment. C'est un torrent d'émotions, un torrent de joie qui m'a envahi. Quand j'ai franchi cette ligne d'arrivée, c'était juste incroyable, juste dingue. D'avoir voilà, Oscar et Perrine qui montent à bord, de les retrouver enfin, de pouvoir les serrer dans les bras, de rentrer dans le club très fermé des vainqueurs du Vendée Globe. Une performance magistrale. Son temps de course est de 64 jours et 19 heures. Il pulvérise le record d'Armel Leclerc de 2016 de plus de 9 jours. C'est ce que je venais chercher sur ce Vendée Globe, c'est de la compétition, de la confrontation. Et ça a été beaucoup avec Johan. Et je pense que si le record est battu d'autant, c'est aussi beaucoup grâce à lui parce qu'on s'est tiré l'un l'autre vers l'eau. Ça nous a obligés à naviguer vraiment pied au plancher pendant tout le tour du monde. Ça a été un rythme incroyable. J'ai l'impression d'être parti avant-hier. Ce trophée, vainqueur de la 10e édition, Charlie Dalin. Pour sa première participation au Vendée Globe, Johan Richaume arrive 22 heures plus tard en 2e position. L'émotion d'avoir fini un tour du monde, quoi, incroyable. Quoi. Je sais pas si un jour j'en avais vraiment rêvé, mais en tout cas on l'a fait et c'est la fierté d'avoir mené une équipe d'une page blanche il y a 3 ans à une 2e place sur le Vendée Globe, à titiller le premier. Juste l'envie de partager avec tout le monde, l'envie de fêter ça dignement.
2 jours et 17 heures après, c'est Sébastien Simon, 3e, qui rentre chez lui en héros. Finir 3e, c'est un scénario magique. Malgré cette avarie de foil, on pourrait refaire le match 1000 fois. Mais ça ne sert pas à grand-chose. Charlie, il mérite cette victoire, il a fait preuve d'une constance incroyable. Une énorme dépression balaie le golfe de Gascogne au moment où le reste du top 10 arrive au sable, soit 9 jours après Charlie Dalin. Il y a des 4e places qui sonnent comme des défaites, celle-là sonne plutôt comme une victoire. C'était hyper intense. C'est ça que j'ai adoré sur ce Vendée, c'est le fait d'être tout le temps contre des concurrents. Ça, c'était génial. Génial, génial, génial. Thomas Ruyant, qui faisait partie des favoris au départ, prend la 7e place. J'aurais aimé mieux, et c'est aussi ça qui est dur, c'est quand on a gagné des courses, on sait ce que c'est. On a envie de revivre ça. C'est un peu une drogue. C'est vrai, hein. C'est de l'émotion incroyable. Justine Métraux devient la femme la plus rapide autour du monde en monocoque, première femme et première internationale de cette course. Le match des bateaux à dérive est disputé jusqu'au dernier mètre. 16 minutes seulement séparent Benjamin Ferré 16e de Tanguy Le Turquet 17e, 20 jours après Charlie Dalin. À 65 ans, Jean Le Cam a bouclé son 5e Vendée Globe en 20e place et il était aux premières loges pour assister à l'incroyable engouement populaire lors du retour de Violette d'Orange pour fêter le premier tour du monde de cette bluffante jeune femme de 23 ans en 90 jours. 30e en 99 jours de mer, Xu Jingkun est devenu le premier marin chinois à terminer un Vendée Globe et le 2e marin handisport à réussir cette performance après Damien Seguin qui lui a bouclé son 2e Vendée en 15e place. Ce sont finalement 33 bateaux qui rentrent au Sable d'Olonne, toujours salués par la ferveur populaire des Vendéens. Ce 10e Vendée Globe a tenu toutes ses promesses et restera comme une référence pour la performance sportive de Charlie Dalin. La 11e édition du Vendée Globe aura lieu en 2028.